Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Dans les aventuriers de l'étrange, je vous l'ai dit dans le sommaire de cette émission, nous allons retrouver Jean-Jacques Charbonnier, qui est docteur en médecine, qui est anesthésiste réanimateur, en fonction, puisqu'il travaille dans une clinique du côté de Toulouse. Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également auteur d'ouvrages concernant les NDE, les expériences de mort imminente, et puis j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau, car vous allez publier un ouvrage, c'est courant janvier, je crois, hein? Oui, c'est ça, La mort décodée. Très bien. Aux éditions Exergue, donc c'est une branche des éditions Guy Trédaniel. Parfait, donc on en reparlera dès que ça arrivera chez les libraires. Je suis en compagnie de Pierre Massias du site psylande.org et également de Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Alors, Jean-Jacques Charbonnier, je vous ai invité parce que vous m'avez demandé de faire un appel à témoins pour procéder à une étude relative à certains cas spécifiques d'expérience de mort imminente. Vous en êtes arrivé à étudier cela parce que vous-même, vous avez vécu, non pas une expérience de mort imminente, mais en tant qu'anesthésiste réanimateur, vous avez vécu, dans le cadre de votre métier, une expérience extrêmement troublante. Avant de faire l'appel à témoins, est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots ? Oui, mon expérience initiale, d'ailleurs, qui m'a conduit à faire toute cette démarche, oui. C'est une expérience qui s'est passée en SAMU. Ça s'est passé donc il y a bien longtemps de ça, il y a plus de 20 ans maintenant. J'étais seul médecin donc à gérer un accident grave, un accident que l'on voyait d'emblée grave, puisqu'il y avait beaucoup de monde. C'est comme ça, on refait pas les hommes. Quand quelque chose est grave, eh bien il y a des gens qui s'attardent et qui regardent, des badauds. Et là, j'ai senti déjà que ça n'allait pas très bien chez moi, que j'étais un petit peu débordé, je dirais. Je me suis dit, c'est pas un métier qui est fait pour toi. Et puis, le pompier me dit, il faut aller dégager quelqu'un dans un véhicule qui était en contrebas, donc quelqu'un qui était incarcéré, comme on dit. Oui. J'avais déjà vu sur le bord de la route 2 cadavres, donc recouverts d'un drap blanc, donc je me sentais de plus en plus mal. Et puis, j'ai pénétré dans ce véhicule avec toute une émotion difficile à transmettre avec des mots, mais quelque chose de très 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 troublant. Et je suis arrivé donc auprès de ce jeune homme qui avait une vingtaine d'années, et je devais le perfuser rapidement parce que il était incarcéré, et quand on est comme ça écrasé par des tôles, eh bien rapidement on perd du sang et on meurt d'hémorragie interne si on n'arrive pas à rapidement donc remplir les vaisseaux pour éviter que la pompe cardiaque se désamorce. Et là, je dois dire qu'à cause de mon incompétence, mon inexpérience de l'époque, eh bien je ne suis pas arrivé à perfuser ce jeune de 20 ans qui est mort devant moi. J'étais à quelques centimètres de son visage, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Je dirais. Donc, j'ai vu la mort s'installer dans ce visage, j'ai vu la pupille de ses yeux qui se dilataient progressivement, j'ai senti une indicible lumière qui partait de ce regard, et j'ai senti la vie s'échapper. Et je l'ai senti physiquement, c'est-à-dire que j'ai senti un souffle de vie, je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ça, un souffle de vie qui s'échappait par la fontanelle et qui m'a donc frôlé le visage sur la droite. C'était quelque chose de terriblement vivant et de terriblement joyeux aussi. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, de dire que c'était vivant et joyeux dans ces circonstances, et pourtant c'est ça, j'ai ressenti comme ça. Et j'ai dit, ça y est, j'ai compris comment on fonctionnait. On était finalement un véhicule terrestre habité par une entité qui nous quittait au moment de la mort. Et cette perception de la mort ne m'a plus jamais quitté. Et c'est pour ça que je fais peut-être toute cette démarche auprès donc des associations, etc. Parce que je crois que c'est un formidable espoir d'après-vie de dire
qu'on est constitué d'un corps physique habité par une entité. C'est un petit peu comme les expérienceurs qui ont une certitude d'une vie dans l'au-delà. Eh bien, moi, j'ai cette certitude de vie dans l'au-delà, depuis que j'ai vécu cette expérience extraordinaire. Alors ça, entendons-nous bien, Jean-Jacques Charbonnier, c'est votre analyse, évidemment, c'est votre perception des choses. Tout à fait. Qui, en aucun cas, peut être établie comme un fait scientifique, on est d'accord? Tout à fait exact. Bon. C'est tout à fait exact. Donc, en revanche, parce que vous avez écrit des ouvrages, vous faites de nombreuses conférences concernant les expériences de mort imminente, est-ce que lors de ces différents périples, parce que vous allez dans toute l'Europe, vous êtes allé au Canada il n'y a pas longtemps encore donner des conférences, est-ce que parmi toutes les personnes devant qui vous parlez, il y en a quelques-unes qui vous ont dit, écoutez, il m'est arrivé la même chose? Eh ben oui, c'est là l'originalité donc de ces témoignages. C'est pour ça que je veux faire absolument cette étude qui s'appellerait donc la NDE côté soignant, oui. Parce que, comme vous venez de le dire, j'ai donné beaucoup de conférences sur les NDE en France et à l'étranger. Pour donner une petite idée, rien qu'en 2007, j'aurais donné plus de 40 conférences sur les NDE. Donc ça fait que je vois beaucoup de monde. À la fin de mes conférences, beaucoup de soignants et de médecins travaillant auprès de personnes en état de mort imminente qui ont eu les mêmes expériences que les miennes. Et c'est ça qui est troublant. Et c'est à partir de ça que je veux faire cette étude. Les mêmes expériences que les miennes, c'est-à-dire quoi? C'est deux choses essentielles. Premièrement, c'est ce dont nous venons de parler à l'instant, la sensation tactile ou visuelle de sortie de corps lors d'un décès ou d'une NDE ou après un massage cardiaque. Et deuxièmement, c'est la réception d'informations par transmission de pensées émergentes du comateux ou de l'expérienceur vers le soignant. Il est classique d'avoir les témoignages de télépathie des expérienceurs qui devinent les pensées des gens qui les entourent, ça on le sait depuis longtemps, mais dans le sens inverse, c'est plus rare, ou du moins c'est du domaine du non-dit, parce que les soignants ou les médecins ont peur de parler de ça. Ils ont peur de parler de ça, mais pas un médecin réanimateur qui a vécu la même expérience qu'eux. C'est pour ça que je pense que je suis la bonne personne pour faire ce genre d'études. On va pouvoir se confier à moi, je pense. Alors je n'ai qu'un seul regret là-dedans, c'est que j'ai laissé échapper un grand nombre de témoignages oraux, parce que toutes ces personnes qui viennent me voir à la fin des conférences me disent mais oui, on se tutoie, hein, entre soignants c'est comme ça, bon, il y a une espèce d'esprit corporatiste, tu as vécu ça, mais moi aussi je l'ai vécu, les expériences sorties de corps, je les ai eues moi aussi, mais j'ai jamais osé en parler. Alors les expérienceurs, c'est vrai, ils ont des difficultés à s'exprimer là-dessus. Les expérienceurs, c'est ceux qui ont vécu, hein? Oui, c'est ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente, mais les témoins des expérienceurs, encore plus, parce qu'ils sont soignants, ils ont des responsabilités, ils ont une crédibilité à avoir, et c'est vrai que dire qu'on a vu ou qu'on a perçu une entité sortir d'un corps, ça fait un petit peu farfelu. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un petit domino qui bouge en bout de chaîne, et après ça s'enchaîne. Je crois que ces témoignages-là, je vais les avoir. Bon, j'ai déjà quelques témoignages écrits, une petite dizaine seulement, c'est pas beaucoup, avec les noms des médecins, etc. Mais il m'en faudrait au moins 10 fois plus pour faire une étude qui tienne la route. Ah oui, oui, ça je suis tout à fait d'accord. Et puis, bon, après, quel est l'intérêt de faire cette étude? C'est comme Moody l'a fait en 75, il recueille des témoignages d'expérienceurs et il dégage un certain nombre d'invariants des observateurs de ces NDE. C'est-à-dire les lignes générales, les lignes communes, quoi, en quelque sorte. Voilà, hein, c'est ça. les lignes communes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Par exemple, cette sortie de corps, cette sensation de sortie de corps, est-ce qu'elle est plutôt physique, est-ce qu'elle est plutôt visuelle, est-ce qu'elle se localise plutôt au niveau de la fontanelle, hein, le 7e chakra des yogis, là, au niveau de l'ombilic, au niveau des pieds, quel est le pourcentage des perceptions, les circonstances, la rapidité de ces sorties, est-ce que ça dépend de la corpulence des corps réanimés, etc. Et en ce qui concerne la télépathie, c'est pareil. Par exemple, la télépathie, il semblerait qu'il y ait un système d'alerte qui soit mis en route dans ces cas-là. On sait que les expérienceurs sont capables d'avoir des prouesses extraordinaires au niveau des perceptions, la vision à 360 degrés, à travers la matière, etc. Ils ont aussi des possibilités télépathiques dans le sens où ils peuvent recueillir donc les pensées de ceux qui les entourent, que ce soit les chirurgiens, ça on le sait déjà. Ce qu'a vécu Jean Morzel d'ailleurs, entre autres. Oui, tout à fait. Jean Morzel, il devinait ce que pensait l'infirmière au moment où elle a eu son malaise, ce que pensait le chirurgien, etc., avec l'exactitude. Mais on peut aussi imaginer que l'expérienceur soit capable non seulement de
recueillir des pensées, mais aussi d'en émettre dans un espèce de système d'alerte. Par exemple, j'ai témoignage d'une infirmière qui, passant devant un box de réanimation dont elle n'avait pas à s'occuper du tout, elle s'est sentie appelée dans ce box. Elle s'est sentie appelée, et effectivement, il y avait un comateux qui était en train de mourir, puisque sa voie veineuse sous-clavière était débranchée. Donc il était en train de faire une embolie gazeuse, et elle a dit, j'ai été appelée par ce patient. Elle a eu cette sensation. Mais ça vous avez employé un terme technique, je suis incapable de le répéter, mais cet incident était invisible de l'extérieur. Je veux dire, à moins de se pencher sur le malade et d'aller voir ça précisément, il aurait été impossible, en passant dans le couloir, de voir qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Tout à fait impossible, puisque c'était un box. En plus, elle ne devait pas s'occuper de ce box-là. Une autre infirmière, pour donner un autre exemple de ce style-là, on avait fini un nursing de patient, c'est-à-dire un nursing, on fait la toilette du patient, donc on le retourne dans tous les sens. Et elle a eu une idée obsédante qui lui a fait retourner le patient. Et sous le patient, il y avait donc un objet contendant, à savoir une seringue avec son aiguille qui était en train de blesser le comateux. D'accord. Et ça peut être même à distance. J'ai le témoignage d'une maman qui faisait la vaisselle dans sa cuisine et qui d'un seul coup a eu une crise de larmes très violente. Elle se demandait pourquoi, elle avait aucune raison d'être triste ou quoi. Et elle a voulu appeler son fils. Elle s'est sentie appelée par son fils. Et elle apprend en téléphonant à son fils que son fils venait de faire donc un coma grave secondaire à un accident vasculaire cérébral. Et elle dit, c'est mon fils qui m'a appelé. Elle a ressenti un appel télépathique de son fils. Donc il ne serait pas surprenant d'apprendre que des expérienceurs étant capables d'avoir toutes ces perceptions et toutes ces cognitions démultipliées soient aussi capables d'avoir, dans certaines circonstances, des possibilités télépathiques d'alerte. Oui, pour parler aux vivants, entre guillemets, quoi. Pour lancer des messages. Oui, juste une pause. Renaud Évrard, que pensez-vous de cette hypothèse? C'est vrai que on a eu pas mal de cas d'expériences de mort imminente qui se sont exprimées ici aux Aventuriers de l'étrange, que vous avez vous-même écouté. Ils entendent les informations lorsqu'ils sont hors de leur corps, de ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, à l'intérieur de l'hôpital, pour ceux qui sont hospitalisés. Mais on peut émettre l'hypothèse également qu'ils peuvent également peut-être transmettre, puisqu'ils reçoivent des messages, ils peuvent peut-être en transmettre. Qu'en pensez-vous, Renaud Évrard? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Raymond Moody en parlait encore au congrès de Martigues. Ça s'appelle aussi EMI empathique ou par empathie. Mais là, il y a un petit problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une seule personne qui peut avoir des perceptions de type télépathique, ou est-ce que tout le monde peut en avoir? Et dans ce cas-là, c'est la soignante qui passe devant. Elle peut être aussi alertée pour elle-même, parce que son travail, c'est de soigner les gens et de les aider. Et donc, elle peut avoir cette idée elle-même, même si, dans plusieurs cas, les personnes ont l'impression d'être appelées par l'extérieur. Donc voilà, là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les recherches, les expériences de mort imminente, débarquent vraiment sur le terrain de la parapsychologie. Et peut-être qu'avec des outils et des méthodes employées par les parapsychologues, il y aura quelque chose à creuser, un lien entre les deux domaines qui justement a été un peu dissimulé pendant un certain temps. Je crois... oui, Jean-Jacques. Pardon. Ce que je crois, ce qui est important d'avoir, c'est un autre éclairage de ces expériences de mort imminente qui ne soit pas donné que par ceux qui les vivent, mais aussi par ceux qui les observent. Et c'est vrai... c'est-à-dire le personnel soignant, quoi. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans les unités de SAMU, de soins intensifs, de réanimation. Et paradoxalement, les gens qui s'intéressent au NDE, il y a souvent des médecins, mais ce sont des gens qui arrivent à distance de l'événement pour recueillir les témoignages. Mais il n'y a pas grand monde au niveau des réanimateurs, des médecins réanimateurs, et des soignants qui sont sur le terrain, et donc qui s'occupent tous les jours d'états de mort imminente, comme c'est le cas pour moi depuis plus de 20 ans maintenant, qui sont sur le terrain et qui sont concernés donc par ces phénomènes-là, mais qui n'osent pas en parler, encore moins, je dirais, que les expérienceurs. Donc j'ai véritablement l'impression d'avoir soulevé quelque chose de nouveau qui va permettre un éclairage tout à fait différent de ces expériences de mort imminente. Et en fait, on se rend compte que tout est corroboré par rapport aux témoignages des expérienceurs eux-mêmes. Et ça recoupe parfaitement ceux qui le ressentent. Et si certains ont eu des phénomènes télépathiques, comme je le disais, dans un sens, et n'ont pas eu la notion d'insuffler des idées ou des attitudes à avoir dans l'autre sens, ça peut être intéressant aussi de savoir du côté récepteur comment ça s'est passé.
Donc moi j'ai eu, en ce qui me concerne, des expériences, alors je sais bien que ça fait un petit peu paranormal de dire ça comme ça, mais je crois que c'est à nous, scientifiques, à rétablir les lettres de noblesse du mot télépathie, parce que ça fait un petit peu saltimbanque et autres charlatans, mais et il faut bien appeler un chat. Quand il y a une transmission de pensée d'un cerveau à un autre, d'un récepteur à un émetteur, eh bien, je pense que ça s'appelle de la télépathie. Donc, c'est le terme désigné, oui. Oui, voilà. Donc moi, par exemple, j'ai eu plusieurs expériences télépathiques avec des comateux. Un comateux m'a fait faire un geste de réanimation que je n'avais pas du tout l'intention de faire, et à son réveil, il m'a dit, mais c'est moi qui vous ai... Il m'a reconnu d'abord, alors qu'il avait les yeux clos, et il m'a dit, c'est moi qui vous ai fait faire ça, et c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Une autre fois... Et lui, quand il s'est réveillé, quand il est sorti de son coma, c'est ce qu'il vous a dit. Je veux dire, il a été clair là-dessus. C'est moi qui vous ai fait faire ce geste. Oui, en fait, c'était pas un homme, c'était une femme. Hein, d'accord. Une femme qui était donc intubée et donc qui avait un bouchon de mucus qui lui obturait la sonde. Et je dis que c'était pas logique de le faire parce que l'infirmière qui était là et présente à son chevet avait fait cette manœuvre et elle m'assurait qu'elle avait fait. Ouais, et moi, j'avais une idée obsédante qui me disait, mais si, il faut m'aspirer cette sonde. Et donc, à son réveil, ce qui est logique, hein, on essaye toujours d'aspirer une sonde quand il y a un problème d'oxygénation, on pense à un obstacle tout de suite. Oui, et là, donc, à son réveil, elle me reconnaît et elle me dit, mais c'est vous, docteur, qui m'avez sauvé la vie, et c'est moi qui vous ai dit d'aspirer cette sonde. C'est moi qui vous le disais. Elle pouvait pas me le dire. Elle avait une sonde à travers les cordes vocales. Elle pouvait pas parler. C'est évident. Hein, bien sûr. Bon, mais elle me l'a dit par télépathie. Elle m'a vu parce qu'elle m'a vu avec autre chose que ses yeux. Donc ça nous bouleverse quand on sait que on peut voir avec autre chose que ses yeux, avec une acuité démultipliée, vision à 360 degrés, etc. Oui. Donc, mais dites-moi, Jean-Jacques Charbonnier, vous en parlez volontiers parce que c'est l'objet de votre étude. Vous cherchez depuis plusieurs années dans ce registre-là, mais entre collègues, est-ce qu'on en parle volontiers et est-ce qu'on se tait quand on doit en parler en public? On en parle de plus en plus, à telle enseigne que l'endroit où je travaille, donc à Toulouse, dès qu'il y a un problème un petit peu de ce style-là, on m'appelle et on me dit tiens, j'ai un patient qui est sorti de son corps. Mais ça fait plus rigoler. Alors qu'avant, ça faisait rigoler. C'est vrai que quand on a un patient qui vous décrit non seulement son opération, mais l'opération qui a eu lieu à côté, eh ben, on se dit qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais c'est pas parce qu'on ne la comprend pas qu'elle n'existe pas. Donc c'est un peu un raccourci facile de dire parce que ça arrange tout le monde, c'est des bêtises et puis on n'y croit pas et puis c'est tout. Non, je crois qu'il faut, en tant que scientifique, on se doit d'écouter et d'essayer, dans la mesure du possible, d'analyser les phénomènes et de donner une explication. Mais l'explication n'est pas toujours là. Et je pense qu'on n'est pas encore sur le point de la trouver en ce qui concerne les espérances de mort imminente. Je suis d'accord avec vous, oui. Voilà. Jean-Jacques Charbonnier, juste un instant, Pierre Massias, une réaction. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Cette idée de faire témoigner aussi bien les gens qui accompagnent, enfin qui sont présents au moment du NDE que la personne qui vit la NDE, ça me fait penser aussi aux fameuses expériences à la fameuse demande de Camille Flammarion à son époque, où il avait fait astronome vulgarisateur de l'astronomie par excellence, qui touchait un panel un public extrêmement large et qui un jour a demandé aux gens de témoigner d'apparitions, de phénomènes qu'ils auraient vécus au moment d'un décès de proches, ce qui lui a donné l'occasion de recueillir une quantité d'informations incroyables et de catégoriser tout ça dans des parties, apparition avant la mort, apparition au moment de la mort, apparition après la mort. Vous vous trouvez un petit peu dans cette situation-là où votre démarche est très intéressante dans la collecte, la possibilité de collecte
de nouvelles données, et d'informations vraiment, d'une quantité de données importante et de nouvelles données en elles-mêmes, puisque effectivement, il me semble bien que les NDE n'ont pas été encore abordés sous cet angle-là. Jean-Jacques Charbonnier, pour que l'on comprenne un petit peu l'étendue du boulot que vous avez à faire, parce que là c'est le début d'un travail évidemment. Hein. Oui, là c'est simplement un appel à témoins. Oui, tout à fait. Mais il vous faut combien de témoignages pour commencer à avoir quelque chose d'un peu dense, d'un peu solide? Ah ben là, il m'en faudrait le plus possible, je dirais. C'est-à-dire, je veux dire par là, 100, 150, 50 suffisent Ah ben je pense qu'il faut dépasser la centaine pour avoir quelque chose de consistant, quoi. Hein. J'étais, comme vous le disiez en début d'interview, avec mon ami Gilles Bédard à Montréal. Donc, qui est le président de Jans Québec, voilà. Hein, et qui était notre invité dans les aventuriers de l'étrange d'ailleurs, voilà, tout à fait. Reçu. Et qui est donc Jans, pour la rappeler, International Association Near Death Studies, donc une association qui étudie les expériences de mort imminente comme c'est le cas en France et aux États-Unis. Et Gilles Bédard est tout à fait donc favorable à cette étude. Il va relier cette information d'appel à témoins sur son site canadien Jans Québec. Le nouveau site va être refait en janvier 2008. Il y a un certain nombre de sites qui me donnent un coup de main sur ce sujet, donc des sites internet qui s'intéressent au NDE comme Autrevie, Notre Expérience, NDE Intégration, etc. Je crois que, moi je suis de bonne volonté. Je crois que c'est vrai qu'il y a des différences d'approche, etc. à travers les différentes associations, mais je crois que sur un coup comme ça, quand on a quelqu'un de bonne volonté, il faut relayer cette information parce que moi je suis prêt à faire ce travail parce que ça m'intéresse, ça me passionne. De toute façon, c'est pas par hasard si j'ai choisi le métier d'anesthésiste réanimateur. Je crois que les hasards, c'est discutable. Moi je crois qu'il y a, je dirais pas un destin, mais il y a toute une logique imbriquée donc dans une vie et cette chose qui arrive en ce moment-là, elle est pas le fruit du hasard. Donc je crois que la NDE du côté soignant, je suis tout à fait un acteur privilégié pour faire cette étude parce que encore une fois, je crois que d'abord il y aura la crédibilité des témoignages, ce seront tous des soignants, des médecins, etc. Oui, des scientifiques, donc oui, tout à fait. Donc des scientifiques. Et puis il y a le fait qu'ils vont pas aller se confier à n'importe qui. Je crois que si c'est un des leurs qui a vécu la même chose, la même expérience qu'eux, ils vont volontiers se confier. Enfin, je crois. En tout cas, ils sont venus spontanément et là, véritablement, j'espère rattraper le coup. Parce que je râle de ne pas avoir pris les coordonnées au fur et à mesure de mes conférences. Il y en avait chaque fois. Il y avait chaque fois un soignant qui me disait qu'il avait fait un massage cardiaque, qu'il avait senti un souffle partir un c'était par les pieds, l'autre c'était par l'ombilic, l'autre par la fontanelle, etc. Ou des impressions lumineuses, alors est-ce que c'est des impressions, est-ce que c'est des hallucinations? Après ça reste à déterminer dans les mécanismes. Mais en tout cas, recueillir les témoignages de ceux qui ont vécu ça, je crois que c'est un travail qui n'a pas été fait et c'est un travail important et tout à fait novateur pour les expériences de mort imminente. Je vous remercie Jean-Jacques Charbonnier, c'était très intéressant cet appel à témoins. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, comme ça, se faire des rendez-vous régulièrement, savoir où vous en êtes. Et puis de toute façon, on se retrouvera en janvier pour parler de la sortie de votre livre. Je rappelle le site, votre site internet Jean-Jacques avec un trait d'union entre les deux, jean-jacques.charbonnier.fr sur un moteur. Ça c'est mon email. Oui, alors mon site c'est www.charbonnier.fr. Ah voilà, très bien. Mais sinon, ceux qui se sentent concernés par cette étude, ils peuvent m'écrire donc au service de réanimation de la clinique Saint-Jean-Languedoc 31 400 Toulouse, ou alors par email au Jacques.charbonnier@wanadoo.fr ou alors par fax au 05 61 03 51 81. Je ne donne pas mon numéro de téléphone à l'antenne. Je l'ai fait une fois, j'ai failli divorcer. Ça prouve que vous avez de l'audimat. Donc, en revanche, ce qu'on va faire, Jean-Jacques Charbonnier, c'est que sur le site psylande.org et sur le site Sud Radio, on va mettre un lien pour pouvoir vous envoyer directement par mail les informations. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Les gens pourront vous contacter de manière tout à fait simple. Je rappelle également que vous allez donner une
conférence. Ce sera le jeudi 29 novembre à 20h30 sur les expériences de mort imminente, justement, où il y aura à vos côtés Jean Morzel, qui a vécu donc une expérience de mort imminente. Ce sera à la clinique Saint-Jean-Languedoc à l'auditorium. Clinique Saint-Jean-Languedoc le jeudi 29 novembre à 20h30. Ça aussi, l'information sera sur le site psylande.org et également sur le site sudradio.fr. Merci beaucoup Jean-Jacques Charbonnier. Merci beaucoup Louis. Et bon boulot, hein. C'est pas le travail qui manque, hein. Merci, mais c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Renaud Évrard et Pierre Massias, vos conclusions concernant ce travail que veut mener à bien Jean-Jacques Charbonnier. Renaud Évrard d'abord. C'est encore quelque chose de nouveau à explorer et je suis tout à fait partant pour mettre moi aussi l'annonce sur mon petit blog et si tout le monde s'y met, on va sûrement trouver des gens, quoi. Oui. Pierre Massias. Oui, je vais être tout à fait de l'avis de Renaud. C'est un appel il faut appeler les gens à répondre à cet appel. Ça va donner des indications, des informations nouvelles. Il faut espérer de pouvoir en tirer, justement, comme je disais tout à l'heure, on est dans la partie médicale. Ouais. En plus, ce ne sera que des scientifiques ou des gens proches du milieu médical qui vont témoigner. Donc, ça donnera peut-être un peu plus de poids à leur témoignage, peut-être. Le fait que ce soit des anesthésistes, le fait que ce soit des docteurs, le fait que évidemment, ils sont plus à même de décrire des sensations physiques. Ça va être intéressant. Ce qui se passe dans la salle, dans l'hôpital à ce moment-là. Évidemment. Pierre Massias, Renaud Évrard, une pause et on va parler de SOS Psy développé par l'Institut Métapsychique International. Et là, ce sera Renaud Évrard qui va être mon invité. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec Pierre Massias et Renaud Évrard qui sont à mes côtés. Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International et Pierre Massias du site psylande.org. Renaud Évrard, vous avez mis sur pied avec les membres de l'Institut Métapsychique International SOS Psy. En quoi est-ce que ça consiste d'abord ? Alors SOS Psy, ça s'écrit SOS PSEE, ça veut dire service d'orientation et de soutien des personnes sensibles aux expériences exceptionnelles. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IMI, donc c'est une fondation reconnue d'utilité publique sur Paris depuis 1919, et depuis 1919, ils assurent comme ça, bénévolement, des fois très discrètement, des permanences où il y avait des médecins au début qui recevaient les gens, qui se posaient des questions par rapport à la parapsychologie, mais qui disaient aussi être eux-mêmes au centre de phénomènes qui ne pouvaient pas s'expliquer. Et donc cette chose s'est développée comme une tradition au sein de l'IMI, avec des gens qui sont connus comme Hubert Larcher, comme Johar C. Ahmed maintenant, comme des très grands praticiens sur ces questions. Et donc ce que j'ai essayé de faire avec d'autres personnes de l'IMI, moi j'étais membre du groupe étudiant, maintenant je suis psychologue également, mais il y a plein de gens qui ont collaboré, c'est de mettre en place simplement un service où les gens puissent vraiment d'une façon formalisée contacter des psychologues conseillers formés à la parapsychologie qui pourront faire plusieurs choses. La première, notre mission principale, c'est d'orienter les gens finalement vers les praticiens qu'ils auraient envie de voir par rapport à leurs problèmes. C'est-à-dire que nous, on peut recevoir des gens sur Paris, mais c'est dans toute la France, et là, sur la radio, je m'adresse à bien d'autres mondes. Donc, on a des adresses de praticiens qui ont montré un intérêt discrètement privé pour ces questions, qui sont formés ou qui ont appris, et donc on peut renvoyer les gens vers eux. On peut aussi assurer, donc, avec les moyens qui sont les nôtres, donc par email, par téléphone, avec un numéro de téléphone disponible sur le site de l'IMI, métapsychique.org, contacter des personnes qui, n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on essaye au maximum de vous répondre dans la semaine ou plus tard. Oui. Ce numéro existe depuis combien de temps maintenant ? Je pense que ça fait, on est en novembre, quelque chose comme 3 mois. Voilà. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien, vu que vous tombez pas forcément tout de suite sur un dossier. Bien sûr. Mais c'est même des entretiens par téléphone, on peut déjà poser des questions, on peut déjà prendre le temps et s'adresser à quelqu'un qui est formé à ça et qui vous écoute sans forcément tout de suite vous prendre pour quelqu'un de malade, ce
qui est quelque chose auquel les gens tiennent normalement beaucoup. Bah, bien sûr. Alors, quels sont les gens qui appellent? Donnez-nous, non pas des exemples, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes? Les gens sont angoissés, apeurés, curieux? C'est vrai qu'il y a un peu de tout ça. C'est vrai que on fait de demandes d'information. Dans le titre, on a mis sensibles aux expériences exceptionnelles. On n'est pas obligé d'en avoir vécu. Oui. Ça peut être quelqu'un qui nous a raconté ça ou un reportage qu'on a vu. Donc là, on peut avoir des questions toutes simples sur la parapsychologie, les phénomènes paranormaux, ce qu'on a lu également. Ouais. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui le vivent bien, qui nous appellent simplement pour témoigner. Donc c'est vrai, elles peuvent appeler, elles ont toujours des questions en plus derrière. Bien sûr, comme Marie-Reine tout à l'heure, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a des personnes qui le vivent mal, et donc là, on peut aussi faire un soutien psychothérapeutique. On est formé à ça. On fait, par exemple, on peut dire 5 entretiens. On se met d'accord sur 5 entretiens, et voilà. Ouais. Et puis, dans les phénomènes, on a tous les classiques, mais c'est vrai que j'en apprends tous les jours. On apprend beaucoup de choses qu'on n'a jamais entendues. Je veux pas en raconter là parce que les gens nous écoutent peut-être, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très surprenant et finalement ces gens-là n'ont jamais pu en parler ou alors c'est toujours le coup classique qu'ils ont fait déjà plusieurs psys mais sans jamais leur parler ou en ayant reçu des mauvaises réactions. Ouais, et donc là, on apprend quelque chose que la psychologie en elle-même ne connaît pas, un objet qu'elle s'est caché, qu'elle a voilé à elle-même. Et il faut savoir que ce service aussi est non lucratif, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de payer, mais il est toujours possible de faire un don déductible d'impôt à 66% pour l'Institut Métapsychique International. Oui, c'est trop fort, Renaud Évrard, trop fort. Je dis ça, mais c'est important parce que on a toujours peur, et je pense que la première réaction des gens, c'est de dire encore des gens qui vont faire de l'argent sur le malheur des autres. Et c'est vrai que c'est un domaine tellement controversé qu'on pourrait tout à fait penser ça, qu'il n'y a pas de profession de parapsychologue, clinicien, de diplôme, de choses comme ça. Oui, ça n'existe donc, pas. Ce sont des psychologues, ce sont des psychiatres vers qui on renvoie également. Donc c'est vraiment un circuit officiel et des gens qui font ça... ah oui, mais attendez, pas pour l'argent, quoi. l'Institut Métapsychique International, quand même reconnu d'utilité publique. Je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas, excusez-moi l'expression triviale, mais on n'est plus chez Mémé, quoi. Là, c'est quand même sérieux, je veux dire. Et puis, on vous connaît depuis nombre d'années. La maison existe depuis 1919, donc bon. On n'est pas n'importe où. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on est assuré d'avoir une réponse au moins dans le courant de la semaine qui suit l'appel pour être tranquillisé. Avez-vous eu des cas où vous sentiez que vraiment il fallait une présence très vite, sous peine que la personne souffre vraiment, moralement, je veux dire? Il y a toujours, c'est très étonnant avec ces personnes, c'est que c'est vraiment très très chargé. On pourrait dire mais elles n'ont pas été violées, elles n'ont pas assisté à un meurtre, alors pourquoi elles sont tellement en souffrance, tellement angoissées, mais c'est vraiment vraiment très dur parfois de vivre ces expériences. Par contre, on ne peut pas se déplacer toujours sur place, on peut pas, on peut offrir une première écoute, un soutien. Mais c'est déjà beaucoup, on peut pas forcément aller toujours beaucoup plus loin, mais bon voilà, faisons déjà ce qu'on fait et essayons de développer un peu justement une officialisation, une formalisation de ce réseau de praticiens intéressés à ces questions, parce que dans d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, partout existent des centres de consultation, aussi souvent gratuits, avec des professionnels. Donc il y a un vrai mouvement international autour de ces questions. Et bon, voilà, je pense que ça arrive en France et que c'est important que ça se passe, quoi. Merci Renaud Évrard de nous avoir présenté donc ce SOS Psy, SOS PSEE, dont le numéro de téléphone est sur le site de l'Institut Métapsychique International. Bien sûr, allez-y, j'allais vous en prier. Alors c'est 06 74 20 78 69. Voilà, vous laissez vos coordonnées, vous expliquez votre souci et on peut vous rappeler sur un téléphone fixe ou portable. Bien sûr. Voilà. 06 74 20 78 69. SOS Psy, donc développé par l'Institut Métapsychique International. C'est tout naturel, mon cher Renaud Évrard. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci Renaud. Pierre Massias, bonne soirée à vous aussi et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange. Bonne soirée à tous, à bientôt. Les Aventuriers de l'étrange.
Benedy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Au sommaire de notre émission ce soir, un témoignage, un appel à témoins pour une étude sur les expériences de mort imminente et une ligne d'aide pour ceux et celles qui vivent des expériences paranormales. Comme à chaque fois que j'ai des témoins qui arrivent à l'antenne, il y a les deux spécialistes qui sont à mes côtés pour vous écouter et répondre autant que faire se peut à vos questions et vous donner quelques conseils. En tête de ligne, Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Pierre Massias du site psiland.org, psiland.org, où je vous le rappelle, vous retrouvez tous les podcasts des aventuriers de l'étrange dans leur totalité, ainsi que toutes les informations concernant le monde de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. À mes côtés également, au bout du fil, Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Alors non seulement vous êtes en notre compagnie ce soir à titre de spécialiste, comme à chaque fois que nous consacrons cette émission à des témoignages, mais également vous prendrez la place de l'invité, puisqu'on parlera d'une ligne que vous avez mis en place à l'Institut Métapsychique International. On peut qualifier ça comment, d'une ligne d'aide ? Oui, on dit hotline. Oui, ouais. Tout à fait, voilà. Une hotline pour les personnes qui vivent des expériences exceptionnelles. D'accord. Une hotline, comme vous venez de le dire, qui fonctionne de quelle manière ? C'est-à-dire régulièrement, tous les jours, une fois par semaine ? Vous appelez quand vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et si vous tombez pas tout de suite sur un conseiller psychologue, on vous rappelle dans la semaine. Très bien, parfait. On détaillera tout cela donc tout à l'heure, et puis vous nous direz un petit peu ce que vous avez reçu comme type d'appel, les questions à laquelle vous pouvez répondre, nous donner un petit peu votre carnet de route, le carnet de route et les objectifs que vous vous êtes fixés en créant cette ligne d'aide donc à l'Institut Métapsychique International. Demain soir, une grande émission consacrée aux expériences de mort imminente et aux sorties hors du corps, autrement dit au NDE et au OBE, une émission que nous retrouverons désormais une fois par mois, avec des témoignages, avec des spécialistes, avec des études scientifiques décortiquées et expliquées et surtout vulgarisées. Bien entendu, ne ratez donc pas cette émission. Ce sera demain de 22h à minuit. Les aventuriers de l'étrange. Louis Benedy sur Sud Radio. Nous commençons tout de suite avec un témoignage. Il s'agit de Marie-Reine qui vient de nous rejoindre. Marie-Reine, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À mes côtés, comme vous l'avez sans doute entendu, Pierre Massias du site psiland.org. Bonsoir Marie-Reine. Bonsoir Pierre. Et à mes côtés également, au téléphone, comme vous, Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Bonsoir Marie-Reine. Bonsoir Renaud. Alors, tous les trois, nous sommes tout oui, évidemment. Nous allons vous écouter attentivement et essayer peut-être de répondre à vos questions, à vos interrogations, parce que Marie-Reine, il faut bien dire, pour vous présenter en quelques mots, que depuis votre plus tendre enfance, vous vivez quand même si ce n'est des phénomènes, on peut dire que vous avez une extrême sensibilité, en tout cas. Je pense que oui. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et alors, on va commencer par une expérience particulière que vous avez vécue. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous aviez à peine la vingtaine, on va dire. Et c'était lors d'un accouchement, hein, c'est ça ? Disons que pas tout à fait. C'était à la suite d'un accouchement, j'ai eu une hémorragie. Après donc, d'accord. Après, ouais, après l'accouchement, j'ai eu une hémorragie. Et on a été obligé donc de faire une intervention très rapidement et à la suite de cette hémorragie, je me suis retrouvée justement à être dans un tunnel. Je me suis vue partir dans ce tunnel et à l'intérieur de ce tunnel, il y avait plusieurs visages que j'ai pu voir et reconnaître. C'était des personnes de mon entourage, proches et moins proches. Est-ce que c'était des personnes vivantes ou des personnes déjà décédées ? Non, des personnes décédées. Uniquement des personnes décédées ? Oui. D'accord. Oui. Ouais.
Et est-ce que vous sentiez qu'elles avaient envie de communiquer avec vous? Est-ce qu'elles ont communiqué avec vous? Oui, tout à fait. J'avais l'impression qu'elles m'attiraient, en fait, dans leur... qu'elles avaient envie que je vienne avec elles, quoi, en fait. Oui. Et au fond de ce tunnel, je voyais donc une lumière très forte, très très éblouissante. Mm-hmm. Et mais bon, je ne me voyais pas, moi. Hein. Je voyais simplement ces personnages autour de moi, ces têtes, en fait, hein, Ouais. parce que c'est que des visages que je voyais. Ouais. Et puis voilà. Et bon, le temps que ça a mis, je sais pas, je peux pas le dire. Et donc, et après, je me suis retrouvée donc dans le lit d'hôpital mais je n'ai jamais su, à quelque moment que ce soit, donc que j'avais, que j'étais peut-être en condition de mort imminente. Hein, ouais. Je sais pas. Ouais. Pour revenir sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous venez de nous décrire, plusieurs questions pour que l'on comprenne bien. Est-ce que une couleur vous revient en mémoire? C'est-à-dire, ce tunnel avait-il une couleur ou c'était uniquement noir? Non, il était sombre. Je dirais pas noir, ça me semblait pas noir, mais c'était sombre. Ouais. Cette lumière que vous paraissez lointaine. Oui. Elle était assez lointaine, mais au fil du temps, j'avais l'impression de m'en approcher, en fait. Oui. Hein, pendant la période, j'avais l'impression que, et puis je me sentais parfaument bien. J'étais bien. Je me sentais partir, je sais pas. Aucune angoisse, aucune peur, non, aucune... rien. Absolument rien. Oui. Je ne sentais rien, non, absolument rien. Mm-hmm. Non. Et aucune vision de votre corps, c'est-à-dire vous ne voyiez absolument pas votre corps. Non, absolument pas, non. Vous n'étiez qu'un regard, qu'une caméra, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ouais. Et lorsque vous avez aperçu cette lumière, vous l'avez qualifiée d'éblouissante. Oui. Elle faisait mal aux yeux? Ou vous pouviez la regarder en face comme... je pouvais la regarder, mais elle était très intense, quoi. C'était très fort, quoi, comme lumière. Oui. Hein. Oui. Je peux pas dire que, oui, j'ai employé ce mot d'éblouissante. Ça veut dire que quelque part, je ne pouvais pas la voir, c'est mais pour je ça la que je regardais. voulais vous le faire préciser, oui. Voilà, c'est ça. Non, mais je la voyais, je la regardais. Mm-hmm. Je la fixais. Oui. Donc, je pouvais la regarder. Oui. Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous avez quitté cet univers dans lequel vous vous êtes retrouvé? Est-ce que il y a eu, comme qui dirait, une coupure image-son immédiate et vous vous êtes réveillé dans votre lit? Ou est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, un retour en arrière? Est-ce qu'il y a eu un incident quelconque où il y a eu, plaf, comme ça, une coupure nette et vous vous êtes réveillé dans votre lit? Non, on m'appelait, en fait. J'entendais qu'on m'appelait. Et après, revenant dans mon état normal, dans mon lit, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'infirmière qui me rappelait, qui m'appelait pour que je sorte de mon sommeil. Oui. Voilà. Par contre, oui. Oui, c'est sa voix qui vous a ramené à la réalité. Voilà. Tout à fait. Ouais. Avez-vous eu une réaction particulière lorsque vous vous êtes réveillé ou lorsque vous avez repris conscience? Je me trouvais bien où j'étais et en même temps, j'étais aussi contente de me retrouver dans mon lit quelque part. Mais une réaction particulière, non, je peux pas dire. C'est vrai que ça fait quand même un certain temps, je m'en souviens pas. Oui. En revanche, est-ce que vous avez eu le souvenir de ce que vous avez vécu là, ce passage, les visages, cette lumière, tout de suite lorsque vous avez repris conscience, ou ça vous est revenu à l'esprit petit à petit? Sincèrement, j'avoue que je ne m'en souviens pas. Ça fait combien de temps que vous avez vécu ça? Eh bien, ça fait plus de 30 ans. Hein. Oui, effectivement. Et alors, vous en avez parlé autour de vous? Pas du tout. À ce moment-là, non. Je me suis dit, c'est peut-être mon imagination, voilà, qui a fait que j'ai vu ce genre de choses, mais ça s'est arrêté là. C'est bien plus tard, mais très longtemps après, au moins plus de 20 ans après, que
je l'ai lu un magazine, dans lequel donc j'ai lu qu'on parlait de ce genre de choses et je me suis dit mais moi-même j'ai déjà vécu ça quoi. Hein. Et quelque part si vous voulez j'ai peut-être pas osé en parler ayant peur de me ridiculiser. C'est peut-être ce qui a fait que je n'ai pas osé en parler. Mais sinon c'est à la suite après avoir lu un magazine que je me suis rendu compte que j'avais vécu la même situation. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous l'avez découvert? Comme sentiment, c'est une surprise? Oui, une surprise, oui. Sur le moment, ça m'a fait un choc quand même. Hein. Je me suis dit, mais donc, j'ai pas rêvé, quoi. Hein. Oui, voilà, c'est ça surtout. Ouais. Voilà, j'ai pas rêvé, quoi. Hein. Et puisque on le relate dans un magazine, ce sont des événements qui sont arrivés à d'autres personnes. Donc je suis pas la seule. Oui. C'est surtout ça, quoi. Ça m'a confortée dans l'idée que je n'étais pas toute seule. Oui. Et quelque part, ça m'a sécurisée, quoi. Parce que c'est quand même impressionnant, quoi, cette situation, comme ça vous arrive quand même malgré tout. Et bon. J'imagine bien. Est-ce que ça a changé votre vision de la mort ou de l'au-delà, puisque vous avez croisé des gens, des visages de personnes décédées? Vous l'analysez comment en fait ce que vous avez vécu? Vous êtes allé faire un tour de l'autre côté du grand rideau noir ou Bah oui, après je me suis dit que j'avais dû affronter la frontière de la mort, quoi, en fait, quelque part. Hein. Je devais être proche de la mort, quoi. Ouais. Et je me suis dit, si c'est ça, eh ben, on peut y aller sans problème, quoi. Et donc, après, je me suis dit qu'en fait, c'était pas si grave que ça, de mourir. C'est que, en fait, on a une vie à vivre sur Terre et qu'après, il y a autre chose qui nous attend ailleurs. Voilà, moi je l'analyse comme ça. Ouais. Est-ce que c'est une spéculation de votre part intellectuelle ou c'est devenu vraiment quelque chose dont vous êtes persuadé? Non, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que il y a autre chose ailleurs, ou alors on vit sur plusieurs plans. Je sais pas comment expliquer ça. Hein, je suis pas scientifique. Ouais. Et je n'ai jamais été confrontée à des scientifiques. Donc, il y a certaines questions qui restent en suspens quand même. J'imagine bien. Mais écoutez, Marie-Reine, ça tombe bien. Vous avez vécu d'autres phénomènes, on en parlera tout à l'heure. Mais pour commencer, on va se pencher sur celui-ci. Là, en termes de scientifiques ou de spécialistes dans son domaine, j'en ai deux à mes côtés, Renaud Évrard et Pierre Massias. Et je cède la parole pour commencer à Renaud Évrard. Renaud, si vous voulez poser des questions à Marie-Reine, c'est le moment. Et Marie-Reine, surtout, si vous avez des questions à poser à Pierre ou à Renaud, n'hésitez pas. Allez-y. D'abord, Renaud, un premier sentiment, une première réflexion après avoir écouté Marie-Reine? Ben c'est un cas, on aurait l'impression que oui, qu'il sort du magazine lui-même, parce qu'il réunit vraiment tous les éléments vraiment typiques de ce genre d'expérience. Donc c'est très bien de pouvoir le raconter maintenant. Je trouve que c'est bien, ça libère quelque chose. Moi, j'avais simplement une petite question technique. Quand vous avez été rappelé par l'infirmière, finalement, il s'est écoulé combien de temps, à quelle durée vous avez été absente pendant cette expérience, en fait? J'en ai absolument aucune idée. D'accord, c'est trop précis. Je suis incapable de pouvoir le dire. Hein, dans l'espace-temps, je n'en sais rien. Est-ce que les médecins vous ont dit après qu'ils avaient eu peur de vous perdre? Vous savez, comme on dit, bah là, dites donc, vous êtes passé près, hein, madame, ou une phrase de ce genre pour vous faire comprendre que bah là, ça a été chaud. Non. Ouais. Non, je n'ai rien eu de tel. D'autant qu'en fait, si vous voulez, j'ai été comme j'ai fait une hémorragie, il a fallu faire un curetage, bien entendu. Hein, je vais employer le terme exact. Oui. Et donc ils l'ont fait sans m'endormir, parce que c'était urgent. Hein, j'avais déjà perdu énormément de sang sous forme de caillots, très important. Ah et, oui, votre état de santé était très limite alors, hein? Oui, je pense que oui. Hein, et je me sentais, je vous dis, très très faible. Oui. Et d'ailleurs, dans l'ambulance qui m'emmenait, j'avais l'impression de sentir la terre dans ma bouche. Hein, et j'étais très... je me suis dit, là, je paniquais vraiment. Hein, je me sentais vraiment partir. Oui.
donc ils ont fait une intervention immédiate. Mhm. Et ils m'ont endormi, bien entendu, après, puisqu'ils m'ont piqué. Je leur ai dit, ne me piquez pas là. J'étais encore consciente pour leur dire, ne me piquez pas là, parce que là, vous n'avez pas trouvé de veine. Il faut se mettre là. Oui. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai dû partir à ce moment-là. Mais eux, bien sûr, comme j'avais perdu énormément de sang, les médecins ont dû me faire une perfusion. Oui, oui, oui. Hein, donc, voilà. Oui, donc votre état de santé était extrêmement limite quand même. Voilà. Hein. J'imagine que vous avez dû passer près de la mort quand même. Je pense que oui. Hein. Oui, à mon avis, oui. Quelles sont les questions? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des questions qui restaient en suspens concernant ce que vous avez vécu. Je voudrais comprendre comment cette chose m'est arrivée. Pourquoi je sais pas. Et ça suit quoi? Quel processus? C'est en fonction de quoi? Est-ce que c'est une question aussi, est-ce que la médecine peut répondre à ça, enfin la médecine ou le corps médical ou un psychologue ou voilà. Est-ce qu'ils ont suffisamment d'éléments aujourd'hui pour apporter des réponses à ce genre de phénomène? Ouais. Renaud Évrard pour commencer. Je pense que ça reste actuellement une énigme sur laquelle plusieurs personnes sérieuses commencent à vraiment travailler dans des laboratoires. La question pourquoi moi est pas vraiment déterminée. Statistiquement, il y a à peu près 15% des personnes qui, lors d'une réanimation ou après un choc comme ça, peuvent rapporter ces expériences. Donc finalement, on ne sait pas pourquoi ce sera une personne plutôt qu'une autre. Statistiquement, on ne comprend pas plus que ça n'explique pas. Et les explications médicales qui ont été avancées, il y en a plusieurs qui ont été testées. C'est vrai que finalement, vous dites j'ai pas rêvé, j'ai pas halluciné, d'autres ont vécu ça aussi, mais on reste quand même assez indécis pour savoir si ça peut être une production du cerveau ou une production de l'imaginaire, ou alors vraiment l'esprit qui se déporte aux frontières de la mort. Et le médecin n'a finalement pas encore trouvé la réponse, vu que apparemment, en tout cas, ce ne serait pas relié à des activations neurologiques. Ensuite, le psychologue n'a pas forcément trouvé la réponse parce que ça ne dépend pas tellement de la culture. Dans tous les pays, de tous les temps, les expériences sont très très similaires, avec des fois des détails qui dépassent le rayon du psychologue, qui appartiennent plutôt au rayon du parapsychologue. Alors ensuite, il reste des recherches un peu limites et les gens qui se questionnent forcément sur la mort, même si l'expérience n'est pas toujours associée. D'accord. Pierre Massias, il y a des études de plus en plus. Les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'étude de ce type de phénomène. Je ne sais pas si on peut le dire dans ce sens, en imaginant qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à quand on dit on s'intéresse de plus en plus, ça laisse dans la pensée, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse maintenant au phénomène. Il y en a peut-être sûrement pas assez encore. Tout à l'heure, Marie-Reine disait, est-ce que les médecins peuvent répondre à ça, donner une réponse de ce qui se passe à ce moment-là? Il y en a certains, oui, qui essayent de donner des réponses, qui font de la recherche pour essayer d'apporter, au moins dans un premier temps, des éléments de réponse. Demain, d'ailleurs, dans l'émission consacrée uniquement au NDE, on étudiera deux processus scientifiques qui ont été enclenchés et on en découvrira avec Jocelyn Morisson les résultats. Tout à fait. Il y a ce qu'a fait le docteur Pim van Lommel, qui est très intéressant. On en parlera justement. Oui. Bon, maintenant, on peut pas. Je dirais personnellement, je ne vais pas m'accrocher de manière absolue au travail d'un médecin. Il va falloir, c'est-à-dire si on se place dans le domaine scientifique, un scientifique, quel que soit son domaine, fait une expérience, fait une constatation sur le terrain. Il fait une expérience dans sa pratique journalière. Je veux dire par là, au cours d'une opération, il fait une constatation précise d'un cas, d'un phénomène précis à un moment donné, ou même s'il fait une expérience en laboratoire, c'est un scientifique, c'est un médecin qui fait cette constatation, qui fait cette expérience. Le jeu de la science, ça consiste à recommencer cette expérience X et X fois. Un certain nombre de fois, suffisamment de fois pour remporter la conviction de ce qu'on va
appeler rapidement, on va dire, la communauté scientifique. Tout ça va rentrer dans un jeu. Pour en déterminer une loi ensuite, et puis après. Il faut bien établir les faits, il faut bien établir. Il faut assurer l'analyse de ces faits et assurer les conclusions qu'on va en tirer. Vous êtes en train de nous dire que là, on n'en est qu'au début de l'étude finalement. On en est au début. En fait, grâce à des gens comme Marie-Reine qui viennent témoigner, qui apportent leur témoignage, grâce aussi à des médecins qui relèvent ces cas en milieu hospitalier, qui apportent maintenant une certaine importance qui éventuellement ne leur apportait pas avant, parce que maintenant ils savent que ça représente quelque chose de concret, en tout cas pour la personne qui le vit. Tout ça apporte des éléments qui amènent les médecins à s'y intéresser effectivement de plus en plus. Et en bout de course, ça va donner un cursus qui va être discuté, contre-argumenté, ça va donner lieu à des expériences, et on peut espérer que la médecine apporte au moins un élément de réponse sûr. Même si ça n'est pas la réponse complète, ce serait un élément de réponse, mais avec qui soit fiable. Voilà, tout à fait. Pierre Massias, Renaud Évrard, Marie-Reine, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec notre témoin Marie-Reine qui est en notre compagnie ce soir, Pierre Massias qui est à mes côtés du site psylande.org et Renaud Évrard de l'Institut international métapsychique, de l'Institut métapsychique international, l'IMI, voilà exactement. Marie-Reine, je me doute bien qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions, bien entendu. Les questions que vous nous posiez tout à l'heure sur cette expérience de mort imminente que vous avez vécue. Est-ce qu'à votre avis, bon là il y a le côté scientifique, mais je suis un peu comme ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une dimension également spirituelle? Je veux dire, je vais y aller avec les gros sabots, Marie-Reine, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que cette lumière, vous savez, qui vous a attiré et qu'on retrouve dans beaucoup de cas d'expérience de mort imminente, est-ce que cette lumière, ce serait pas, moi je sais pas, on pourrait pas l'appeler Dieu, amour, bonté ou que sais-je? Oui, bien sûr, on peut dire cela. C'est certain, on peut dire ça aussi. Ouais, mais vous l'avez pas ressenti, vous l'avez pas ressenti comme ça en tout cas. Sur le moment, non, parce que si vous voulez, c'est arrivé tellement rapidement, je vais dire que c'est pas un questionnement, c'est pas une question que je me suis posée. Pas du tout. J'ai vécu ce moment et comme ça, dans l'instant, sans me poser de questions, sans faire de rapprochement avec quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Donc, je vous invite à écouter l'émission de demain entièrement consacrée aux expériences de mort imminente. Mais Marie-Reine, vous avez vécu d'autres phénomènes. Par exemple, lorsque on en a discuté un petit peu ensemble, puisque vous nous avez envoyé un email à étrange@sudradio.fr. Lors de notre discussion, on m'avait dit, de temps en temps, il m'arrive de faire de la télépathie avec ma fille, c'est ça? Tout à fait. Alors, ça se passe comment? Ça a commencé comment? Puis racontez-nous quelques exemples. Un exemple tout à fait récent. Ma fille m'appelle régulièrement, tout ça, etc. Elle habite à 500 km de chez moi. Et on avait besoin absolument que je l'aide. Elle était très fatiguée. Ça n'allait pas. Elle me disait, maman, je n'arrive pas à aller me coucher, ça va pas. Est-ce que tu pourrais pas m'aider? Alors je me suis dit on va essayer. Je sais pas comment, mais bon, voilà. Et donc je vais me coucher et je pense très fortement à elle et je formulais une phrase que je répétais plusieurs fois. Je lui disais et je lui demandais donc d'aller se coucher, d'aller dans son lit, qu'elle serait mieux parce qu'elle voulait pas se déplacer. Et je lui dis, va te coucher, tu te reposeras bien, tu vas pouvoir bien dormir. Enfin, j'ai répété cette phrase une dizaine de fois, voire davantage. Et après moi-même, je me suis endormie. Le lendemain, dans la fin de l'après-midi, elle me téléphone. Elle me dit, mais maman, je sais pas ce qui m'est arrivé. Elle me dit, mais figure-toi que finalement, je suis allée me coucher hier au soir. Et on me disait toujours, mais va te coucher, va dans ton lit, va dormir. Et elle me dit, cette voix,
ça finissait par m'endormir. Et elle me dit, j'ai finalement rejoint mon lit et j'ai fort bien dormi. Et là, j'ai vraiment récupéré. Et elle me dit, là, je suis vraiment bien. Et ben, j'ai dit, écoute, c'est bien. Et j'ai demandé l'heure à laquelle elle avait entendu cette voix. Oui. Et donc, c'était au moment où moi, je lui parlais de chez moi, quoi. Voilà. Ça correspondait exactement à l'heure. Alors, j'ai ri et je lui ai dit, c'était moi qui te parlais. Quelle a été sa réaction? Ah elle était surprise, quoi, bien sûr. J'imagine, oui. Ah oui, complètement. Elle m'a dit, écoute, ça m'a fait drôlement du bien. Elle me dit, mais je suis partie me coucher. Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais je t'assure que oui, c'était moi qui te parlais. Et oui. Oui. Et puis voilà, et donc, ça a fonctionné. Mais il est vrai que cette jeune femme, qui est ma fille en l'occurrence, c'est à la suite d'avoir accouché d'elle que j'ai eu ce problème. Alors je sais pas s'il y a tout un lien, peut-être que notre relation est plus forte, enfin je sais pas quoi, je saurais pas dire les choses, mais c'est vrai qu'on est très très proches l'une de l'autre. Et elle aussi, elle a les mêmes sensations que moi. Elle, par contre, elle a fait une décorporation, déjà. Ah oui, elle a fait une sortie hors du corps. Elle a fait une sortie hors du corps. En étant chez moi, quand nous vivions dans un appartement, elle était venue coucher chez moi. Et elle m'a dit, maman, j'ai eu peur cette nuit. Et elle me dit, je suis sortie de mon corps et je me suis vue, j'étais au plafond et je me voyais dans le lit en bas. Voilà. Et ça, elle a fait ça. Mais est-ce que il vous est arrivé à d'autres moments, comme ça, d'avoir cette relation très particulière avec votre fille d'esprit à esprit? Oui. C'est arrivé d'autres fois. En pensée, elle pensait à quelque chose, ou moi je pensais à quelque chose, et elle savait à quoi je pensais. Et vous étiez éloignés l'une de l'autre ou proches? Quelquefois c'est arrivé, on était proches, et quelquefois c'est arrivé, on était éloignés. Mais on est très en lien toutes les deux. Et ça, je pense que ça vient du ventre de la maman. Il y a un lien affectif visiblement très fort entre vous deux. Ça, c'est clair. Oui, non, mais ça c'est sûr de toute façon. Ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises et pour d'autres choses aussi. Elle ressent très fort les choses. Et elle a les mêmes ressentis que moi, je veux dire. Elle a aussi je sais pas comment on peut appeler ça, moi, cette faculté de pouvoir ressentir les choses, les personnes, de voir des événements. Cette extrême sensibilité, vous voulez dire? Oui. Est-ce que vous avez essayé parce que c'est de la télépathie, on va voir ce qu'en dira Pierre Massias et Renaud Évrard, mais est-ce que vous avez essayé ce système de communication avec d'autres personnes? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui. Avec un monsieur qui m'avait laissé un message sur mon portable à plusieurs reprises. Et qui était gravement malade. Et je lui avais parlé de mes facultés, on peut appeler ça comme on veut. Et donc, il me sollicitait en me demandant de faire quelque chose pour lui parce qu'il se sentait mourir. Il se sentait partir. Et il était méconnaissable au niveau de sa voix et ça m'a vraiment choquée, quoi. Et j'ai dit, mais là, je peux pas laisser quelqu'un comme ça, quoi. C'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose absolument. Donc, pareil, je me suis couchée et j'ai pensé très fortement à lui, de manière à ce qu'il puisse m'entendre, dans son cerveau, que ça rentre, quoi. J'ai fait une espèce de visualisation de manière à pouvoir lui transmettre mes moyens, mes possibilités de pouvoir faire en sorte qu'il puisse aller mieux. Voilà, c'est ça. Et donc, et je l'ai fait, mais pendant un bon moment quand même. Je vais dire au moins pendant un quart d'heure. Parce que je me disais, il faut absolument que tu te concentres sur lui pendant un certain temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai rappelé le lendemain matin. Bon, il était sur messagerie parce que bien entendu, il était malade. Il avait plus, 42 de fièvre. Il était vraiment mal. Et j'ai rappelé parce que je m'inquiétais. Et puis, en fin de soirée, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute,
je sais pas, mais il dit le lendemain matin, j'étais vraiment mieux. Et est-ce qu'il a entendu une voix, lui? Il m'a pas dit qu'il avait entendu une voix, mais il a senti un bien-être. Oui. Donc, à partir du moment où vous vous êtes mise à penser à lui en lui envoyant des choses positives, quoi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, je me sentais mieux et au fil du temps, ça allait de mieux en mieux. Mais de toute façon, il prenait des médicaments, bien entendu. Bien sûr, j'imagine bien. Il avait un traitement de cheval. J'imagine bien. Je sais plus ce qu'il avait, mais enfin bon, je sais qu'il était sous médication. Voilà. Et alors je lui ai dit, écoute, moi je sais pas si c'est moi ou les médicaments, mais je lui ai dit, l'essentiel c'est que tu ailles bien. Voilà. Marie-Reine, je me tourne vers Pierre Massias pour lui demander son avis. Pierre, que pensez-vous de j'adore ce que nous a raconté Marie-Reine, où elle a dit à sa fille en pensée, va te coucher, va au lit, comme une maman va câliner sa fille un peu malade. Et que sa fille l'ait entendu, ça, moi, je trouve ça génial, ouais. Oui, c'est fort, c'est fort. Enfin, on le ressent fortement, j'imagine, à la place de Marie-Reine et de sa fille. Ouais. C'est aussi du même genre de ce qui s'est passé avec ce monsieur. Ce qui me fait penser à ça, c'est que sa fille n'a pas reconnu sa voix. Elle a simplement entendu une voix. Donc j'irais bien volontiers dans le sens d'un contact, d'une communication, d'un effet télépathique. Ouais. Ça s'est passé à un moment précis. Je pourrais demander à Marie-Reine aussi, elle nous a dit avoir eu d'autres expériences de communication un petit peu de ce type-là avec sa fille. Est-ce que à certaines fois, vous avez essayé de communiquer avec votre fille sans y parvenir? Oui, ça arrive aussi. Ça arrive aussi, parce que je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait, c'est comme la communication. Il faut Pardon on n'a pas compris un mot de votre phrase précédente. Ah pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Je disais, il faut, en fait, comme dans la communication actuelle, j'ai l'impression que c'est aussi une question de que le temps, en fait, que les énergies autres soient disponibles. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, moi. Il y a des canaux, ils sont ouverts ou ils sont fermés. Voilà, il faut que ce soit ouvert pour que ça passe bien. On va peut-être traduire un petit peu ça en disant qu'il faut des conditions favorables pour que le psy apparaisse. Ça fait partie du genre de témoignage de base, je vais dire, qui donne envie d'expérimenter dans ce sens-là. On peut difficilement s'en tenir au témoignage, dans la mesure où Marie-Reine nous a dit que parfois ça marchait pas. Donc là, ça nous laisse immédiatement songer à une statistique, une probabilité, savoir quand ça marche, quand ça marche pas. Mais personnellement, je pourrais être relativement confiant dans ce cas-là, puisque quand même l'événement avec sa fille est quand même fort. Oui, il parle. Et puis ça me fait penser aussi à d'autres expériences du genre de groupe de prière, où on demande on sélectionne des malades, on les répartit en groupes témoins, en groupes qui vont en groupe sur lequel vont se concentrer des gens pour essayer de leur apporter un bien-être par la pensée. Donc là aussi, il y a des expériences qui sont faites qui montrent des résultats positifs, significatifs. Ah oui, vraiment. Il y a des expériences qui montrent des résultats significatifs, c'est indéniable. Attention, il y a aussi des expériences qui montrent des résultats négatifs, voire éventuellement du contre-effet. Mais ça fait partie de l'investigation du psy. On est habitué à ce genre de problématiques. Oui, quand vous dites psy, c'est phénomène paranormal, hein. Parapsychologique. Parapsychologique. Donc ici, ce serait dans ce cas-là, qu'en parlant de groupe de prière, ce serait de l'ordre de la psychokinèse. De l'action à distance sur biologique, un élément, voilà. L'action de la pensée sur la biologie. Donc c'est un domaine qui est intéressant à investiguer. C'est difficile à analyser parce qu'on peut aussi tourner les interprétations un petit peu dans le sens
que l'on veut. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est simple, c'était pas le bon jour, alors on laisse tomber, on recommencera demain. Alors il faut faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait, mais c'est une investigation qui reste très très totalement intéressante. Marie-Reine, est-ce que vous avez été tentée avec votre fille de vous livrer à des petites expériences? Je sais pas, par exemple, vous mettez chacune dans une pièce, je dis une bêtise, mais avec un jeu de cartes par exemple. Vous savez, vous jouez à la belote? Et comment on joue à la belote? Très bien, non, parfait. Ou au tarot, c'est encore mieux. Oui, les deux. Voilà, donc vous prenez les 22 lames du tarot, vous mettez dans une pièce et votre fille dans l'autre pièce, et puis vous tirez une carte comme ça au sort et vous essayez de la transmettre télépathiquement à votre fille. Ça pourrait être intéressant, ça, non? Alors, vous vous êtes jamais amusé à ce genre d'expérience? Si, on a déjà fait ça, on a fait des tentatives. Je me disais aussi, alors. Ça marche pas à 100%, Ouais. Mais ça fonctionne, mais elle plus que moi. Alors attendez, elle plus que moi, c'est-à-dire vous... C'est-à-dire qu'elle serait plus, elle serait plus réceptive encore que moi. Ah, c'est-à-dire elle, c'est le récepteur, vous, c'est l'émetteur. Elle, c'est le récepteur, moi, je suis l'émetteur. Oui, elle, on est dans ce sens-là, oui. Elle trouverait beaucoup plus que moi à retrouver les cartes que moi. Oui. Mais par contre, ce que vous disiez, ça, je l'ai déjà pratiqué en formation. Vous savez, on vous fait deviner ce qu'il y a derrière l'autre côté. Il y a quelqu'un derrière un tableau, il a des dessins devant lui, et il vous fait deviner ce qu'il y a. Oui. Mais là, par contre, il vous donne un élément d'information quand même. Ah oui, donc là, c'est pas du jeu. C'est pas de la télépathie. Mais là, je découvrais les choses à 100%, sans problème. Ouais. Renaud Évrard, quel est votre sentiment sur cette expérience d'abord entre Marie-Reine et sa fille? J'aurais aimé ajouter une petite pointe de scepticisme parce que c'est vrai qu'il y a eu une communication, il me semble, si j'ai bien entendu, une communication téléphonique dans la journée avec sa fille. Donc il y a un moment aussi où on ne peut plus vraiment vérifier. Enfin, surtout le problème là, c'est de décider entre télépathie et influence à distance. Enfin. Parce que ces deux formes qui se chevauchent dans ces cas-là, on a l'impression que c'est Marie-Anne qui transmet un message à sa fille, bon, même si sa fille ne le reconnaît pas comme ça. Et pareil avec la personne que Marie-Reine a aidée, c'est aussi, la personne était au courant, c'est pas des conditions, c'est des conditions spontanées, c'est des conditions qui laissent un flou, mais un flou sur lequel jouent beaucoup de courants actuellement, qui reprennent des techniques rituelles, de magie, qui font partie de la nature humaine, qui appellent ça visualisation créatrice, pensée créatrice. Oui. Ça peut même virer jusqu'à des choses qui, je sais, aux États-Unis, par exemple, prennent des proportions sectaires. Oui. Où des gens font beaucoup d'argent sur des méthodes pour apprendre à visualiser positivement son avenir. Alors on sait que les taux de réussite en laboratoire sont très faibles, mais il y a toute une campagne qui cherche à montrer les réussites spectaculaires et tout ça, et à interpréter ça comme une vraie influence au-delà des problèmes concrets, une vraie influence de l'esprit sur tout son environnement. Bon, ça peut poser, il faut justement mettre un peu de réserve par rapport à ça. Ouais. Et donc ma question, enfin je rebondis un peu, c'est quel type de formation vous avez suivi, combien ça vous a coûté et avec qui, avec quelle personne à peu près? Ah, attention, la formation n'avait absolument rien à voir. Ah non, la formation n'avait rien à voir avec ça. Je faisais une formation comptable, hein. Ah oui, effectivement, oui. C'était un test. Non, ça n'avait rien à voir. Ah non, absolument pas. Non, mais c'est la dame, la personne, la formatrice, a dû sentir que j'étais quelqu'un qui était capable de percevoir les choses, et elle m'a dit, avec vous, ça va marcher. Ouais. Voilà. Donc elle m'avait mis, mais bon, comme je vous l'ai dit. Il y avait des dessins sur ce tableau. Moi, j'étais de l'autre côté où je ne voyais rien, et puis on me demandait avec des petites informations, de deviner ce qu'il y avait de l'autre côté, et je devinais à chaque fois. Voilà, c'est tout. D'accord. C'était pas du tout. Non, ça n'avait rien à voir. Par contre, si vous me permettez, moi, je reviendrai sur les groupes de prière dont vous parliez. Oui. J'ai pratiqué ça également, et très loin. Oui. Pour aider
d'autres personnes. Mais je crois que la distance, justement, ne rentre plus en ligne de compte dans ce genre de phénomène. Et je vois Pierre Massias qui hoche la tête. Hein, Pierre, peu importe la distance, la personne a aidé peut-être de l'autre côté de la planète, ça n'a aucune incidence. Non. Ben, en fait, dans les phénomènes du psy, de la parapsychologie, je pense même pouvoir aller jusqu'à la psychokinèse, c'est-à-dire télépathie, enfin, en plus de la télépathie, de la prémonition, il n'y a pas de notion de distance. Ouais. On peut être vraiment pratiquement à la distance de la Terre à la Lune, et puis ça va marcher aussi bien. Ouais. Donc voilà, ça corrobore ce que vous disiez, Marie-Reine. Peu importe la distance, ça fonctionne de toute façon. Quand ça doit fonctionner, bien entendu. Une pause et on se retrouvera pour une dernière fois, Marie-Reine, parce que vous avez vécu encore pas mal d'autres phénomènes dont on va parler avec vous, si vous le voulez bien, dans quelques instants avec Pierre Massias et Renaud Évrard. Le temps pour moi de vous rappeler le numéro de téléphone si vous voulez nous joindre. Si vous avez vécu des phénomènes paranormaux, vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 et laisser un message dans ma boîte vocale, les aventuriers de l'étrange, ou encore nous écrire, nous envoyer un mail étrange@sudradio.fr. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, ce soir avec Pierre Massias et Renaud Évrard. Je vous rappelle les sujets qui vont arriver tout à l'heure. Avec Renaud Évrard, nous parlerons de la hotline, comme il dit. Moi, je préférais la ligne d'aide, en quelque sorte. Enfin, on va trouver un compromis tous les deux, créée par l'Institut Métapsychique International pour aider ceux et celles qui ont vécu des phénomènes paranormaux. Et tout à l'heure, nous recevrons Jean-Jacques Charbonnier, qui est un scientifique, qui est docteur en médecine, qui est anesthésiste réanimateur, auteur déjà d'ouvrages sur les phénomènes d'expérience de mort imminente, et qui va venir nous rejoindre pour lancer un appel à témoins pour justement faire une étude sur un cas précis d'NDE. Vous découvrirez ça tout à l'heure. Mais en attendant, Marie-Reine est encore en notre compagnie. Marie-Reine, on a parlé de ce phénomène que vous avez vécu après l'accouchement de votre fille, de cette relation particulière et très jolie, je trouve, très intense que vous avez avec votre fille, cette télépathie que vous développez. Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre d'autres types de phénomènes, je sais pas moi, de la voyance, des choses comme ça, des rêves prémonitoires? Je serais pas étonné que vous en ayez vécu d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, ça me surprend pas. Ouais. Des rêves prémonitoires, et je me rappelle d'un, j'avais 14 ans. Ouais. Mais il est tellement important que c'est resté gravé dans ma mémoire. En fait, si vous voulez, à cette époque-là, on faisait encore la communion solennelle. Mais on l'a fait toujours, Marie-Reine. Enfin, il y en a plein qui la font. Je ne m'en rappelle plus, je sais pas, je suis pas. Et donc voilà, il y en a plein qui la font, c'est bien. Et oui. Donc, et je devais m'occuper d'enfants. Oui. Et donc je devais aller à l'église, voir le curé, etc., tout ça. Et la veille au soir, donc j'ai fait un rêve qui a été complètement, ça a retranscrit la journée que j'allais passer le lendemain. Mais trait pour trait, en fait, exactement ce que j'allais faire. Ah bon? Ah, complètement, oui. Oui. Et donc... voilà, j'ai refait exactement le même chemin. Et en plus, je l'avais raconté à mon papa, qui était avec moi. On allait en ville à pied, et je lui dis, écoute, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. J'ai rêvé que j'allais dans la cure, que j'allais dans le jardin du curé, qui venait au-devant de moi, qu'il me disait, tu vas avoir tant d'enfants à t'occuper. Après, je devais monter là où il y avait les orgues pour aller chercher des partitions, et puis je devais redescendre par un escalier en colimaçon, je retournais dans l'église, enfin voilà, j'ai fait ce rêve, et il est arrivé le lendemain, vraiment, il s'est passé exactement comme j'avais vécu dans la nuit dans mon rêve. Oui, vous avez vécu 2 fois la même journée, en quelque sorte. Ah, c'est très étonnant. Et est-ce que dans votre rêve et dans votre journée, il y avait des choses, parce que évidemment c'est la question que
j'imagine, Pierre Massias et Renaud Évrard vont se précipiter à vous poser. Il y avait des choses prévisibles, évidemment, puisque cette journée était programmée depuis longtemps. Voilà. Donc, je veux dire, le déroulé, les grandes lignes étaient tout à fait prévisibles. Ce qui allait se passer, l'ordre dans lequel ça allait se passer aussi. Est-ce qu'il y a eu des choses tout à fait imprévues qui se sont déroulées comme dans votre rêve? Je pense notamment aux partitions à l'orgue ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'était pas prévu, ça. Je savais pas que j'allais monter pour aller à l'orgue, justement, pour aller chercher ces partitions. Ouais. Donc, et l'escalier, c'était bien cet escalier-là. En fait, j'ai fait la journée, mais c'était impressionnant, quoi. Encore une fois, là, je suis encore impressionnée par... Vous aviez 14 ans lorsque vous l'avez fait. Oui. Et vous vous en souvenez toujours? Ah, complètement, oui. Ouais. Vous avez senti, avec vos 14 ans, vous avez senti que c'était un rêve pas comme les autres? Oui. Mais ça m'a pas impressionné outre mesure. J'en ai parlé à mon papa. Oui. Et après, je lui ai dit, voilà, ma journée, elle était programmée. Et puis, non, mais je suis pas impressionnée par rapport à tout ça. J'ai pas peur, quoi. Vous le vivez assez sereinement, finalement, hein? Oui, complètement, oui. Ouais. Oui, parce que comment je vous dirais ça? Je sais pas. Je sens que j'ai une... Enfin, vous allez rigoler. Non, allez-y. Non, mais... Vous sentez que vous avez un talent particulier, vous avez ce don, vous êtes né avec, point. C'est pas un talent, moi je me permettrais pas de dire ça, simplement que... Une faculté alors, si vous préférez. Oui, des facultés, ou alors que je suis investie d'une mission, voilà. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je dois faire. Alors, attendez, là, Marie-Reine, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Est-ce que ce sentiment d'avoir une chose à réaliser, à accomplir, hein, une mission, autrement dit, aider les autres, aller vers eux, enfin, je suppose que c'est comme ça que vous l'imaginez, ce que vous avez à faire. Oui. Bien. Est-ce que ce sentiment est né à la suite de la NDE que vous avez vécue? Enfin, est-ce que, plus précisément, est-ce que c'est né après la naissance de votre fille? Non, pas du tout, puisque là, je vous parle d'un rêve que j'avais à 14 ans. Non, mais je veux dire, ce sentiment d'être là pour aider les autres. C'est ça que je veux dire. Oui, de toute façon, disons qu'au fil du temps, les événements s'additionnent. Ouais. Et donc, quelque part, je me dis qu'on me demande de faire quelque chose. Je sais pas, moi. Ouais. C'est cette impression que j'ai, quoi. Parce qu'il m'arrive tellement de choses, enfin, bizarres. Ouais. Mais, enfin... Moi, je pense qu'il me faudrait du temps. J'aurais bien voulu rencontrer quelqu'un pour pouvoir parler de tout ça et de me discuter vraiment plus avant de tout ça, parce que il y a trop de choses. Oui, non mais je comprends tout à fait. Et on peut pas évidemment faire ça à l'antenne, parce que ça c'est de l'ordre de privé, de la sphère privée, tout à fait. Alors, Renaud Évrard, que pensez-vous de ce rêve prémonitoire où Marie-Reine a, en rêve, vécu la journée qui allait arriver le lendemain? Comme vous avez dit, il y a des conditions avant de parler de prémonition. C'est vraiment les événements qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas prévoir rationnellement. Et c'est vrai il y a des parties, comme elle nous a expliqué, dans son déplacement, dans des endroits où elle n'a jamais été, qu'elle a reconnu, ou des choses comme l'escalier en colimaçon. Mais c'est encore assez tangent, hein. C'est pas un cas très très fort, mais effectivement, des personnes ont déjà rapporté ce genre de rêve très très précis, avec des récits pouvant aller effectivement à la journée complète, quoi. Et donc oui, je laisse le bénéfice du doute là-dessus. Après, c'est vrai que moi, je voudrais réagir par rapport à l'idée d'une mission. Oui. On peut pas l'écarter. C'est vrai que ça prend tout à fait un sens, surtout en milieu catholique, où des missions de sauveurs et tout ça, ce sont des choses qui se parlent beaucoup, qui sont beaucoup entendues. Mais ça me gêne un peu. Enfin, je pense que c'est une façon de résoudre, de faire élaborer à partir de ces vécus. Mais beaucoup d'autres personnes vivent ces expériences sans avoir de mission. Je pense que c'est une idée qui est un peu préconçue, qui est un peu construite et vraiment diffusée. Ben là, par exemple, je suis actuellement la série Heroes, comme beaucoup. Et on retrouve tout à fait ça, des gens qui ont des expériences ou des capacités, des facultés autres. À ce moment-là, ils seraient investis d'une mission suprahumaine.
et je pense que c'est un peu un cliché aussi. Oui, mais Jean Morzel, par exemple, qui est quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente extrêmement complexe, nous l'a clairement dit, lui, quand je lui ai demandé ce qu'il ressentait, ce que ça avait changé dans sa vie, il a clairement dit « Je sais que je suis là pour aider les autres à comprendre ce qu'il y a derrière la mort ». Et il a même prononcé le mot de mission. Pourtant, lui, on peut pas le cataloguer dans la catégorie catholique pratiquant intense, quoi. Loin de là, connaissant Jean Morzel, c'est pas dans cette case-là que je le mettrais. Donc, il y a aussi cette notion quand même chez lui. Oui, c'est l'effet après, les transformations que peuvent nous apporter ces expériences. Mais je pense que c'est à chacun de résoudre la façon. Je veux pas, par exemple, que les gens qui pensent avoir des expériences similaires à celles de Marie-Reine se disent, ben voilà, on doit. Moi aussi, j'ai une mission. Ah, d'accord. Okay. Oui, voilà, ça peut être un problème aussi. D'accord. Ouais. C'est parce qu'il y a des gens qui sont psychotiques et avec d'autres, qui pensent avoir vécu d'autres expériences d'un autre type, qui pensent être aussi des missionnaires. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. C'est attention, ne mélangeons pas tout, quoi. Toutes les personnes qui vivent une expérience paranormale forte, ça ne veut pas dire qu'elles soient missionnées pour quoi que ce soit. On est d'accord. J'ai compris tout à fait. On est d'accord, Marie-Reine, là-dessus. Ah, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Oui, c'est le sentiment que j'en ai ressenti, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais aller, Ah oui, non, pacifier le monde. Non, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Trop compliqué. En revanche, je pense que soit Renaud Évrard, soit Pierre Massias sont tout à fait disposés à vous apporter l'aide que vous avez demandé, c'est-à-dire à être écoutés plus longuement peut-être pour pouvoir discuter et vous apporter des réponses ou des éléments de réponse à toutes les questions que vous vous posez. Si vous le permettez, je leur transmettrai vos coordonnées pour qu'ils puissent après l'émission ou dans la semaine qui vient entrer en contact avec vous et avoir peut-être un temps de parole plus long, si vous le permettez. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. C'est avec grand plaisir que je le ferai alors. Merci Marie-Reine en tout cas. De rien, avec plaisir. Merci de nous avoir accordé ce témoignage qui permet également à travers ce témoignage de faire passer le message qui consiste à ce que ceux et celles qui l'entendent et qui ont vécu ce type de phénomène se disent, ben voilà, comme vous l'avez découvert en lisant un magazine, je ne suis pas seul à avoir vécu ça et je ne suis pas folle non plus. Donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous faire part également de ce témoignage. Merci Marie-Reine. Merci Louis, merci pour votre émission. À bientôt, au revoir. Au revoir.